Bonsoir et bienvenue à l'émission Le Micro du Soir. Aujourd'hui, je reçois Laure et Jean-Philippe Guillemot de passage à Bucarest qui vont nous raconter une histoire peu commune. Avec leurs deux filles, Clara et Lisa, ils vivent dans un bus aménagé et parcourent l'Europe en attendant de faire le tour du monde. Informaticien, Jean-Philippe n'a besoin que d'un ordinateur portable pour travailler. Quant aux enfants, leur instruction se fait à distance. Nous allons également en parler. Petite précision, avant de commencer cet entretien, je voudrais remercier Julien Deltor, ingénieur informaticien, non pas informaticien, mais ingénieur tout court français en low-tech établi en Roumanie et qui est déjà passé au micro du soir. C'est lui qui nous a mis en contact. Laure et Jean-Philippe, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Ça tombe bien parce que vous êtes, comme je le disais en introduction, en itinérance. Alors, on va en parler. Mais avant cela, j'aimerais qu'on s'arrête un instant sur la maison que vous avez construite. Et vous m'avez dit, avant cet entretien, que vous l'aviez vendue. C'est une maison entièrement autonome. D'ailleurs, on peut la voir sur votre site Guillemonde, et non pas Guillemot, guillemonde.family avec un Y. Et là, on a pas mal, qui est très bien fait d'ailleurs, bravo. Et on a pas mal de photos sur tout ce que vous faites. Alors, elle a été vendue, et les images sont magnifiques. Racontez-nous un petit peu l'histoire de cette maison avant de passer en itinérance. Eh bien, on a pris la décision de faire effectivement une maison autonome. C'était à partir de quelle année ? 2012. Voilà. C'est ma tête pour les dates. Donc 2012, on a pris la décision de faire une maison et en cours de chantier, on a décidé de la rendre autonome. Avec toutes les techniques qu'on a pu voir. En cours de chantier, c'était pas au début. Au début. Pas complètement autonome. Ouais. Au début, il n'y avait même pas de visée autonome. C'est en cours de chantier, on a vu les techniques traditionnelles qu'on pouvait employer et on s'est posé la question. Est-ce qu'on ne pourrait pas faire autrement ? Est-ce qu'il n'existe pas une solution alternative ? Et on a vu que des solutions alternatives, il y en a quand même. Où se trouve-t-elle exactement ? À Toulouse, dans la première couronne de Toulouse. Donc c'est ce qui la rend un petit peu unique, puisque c'est une maison en milieu urbain, mais autonome. Normalement, les maisons autonomes qu'on peut voir sont souvent à la campagne. Voilà, c'est ce qui avait un petit peu perturbé les agents immobiliers. Ils s'attendaient à avoir une cabane et ils se retrouvent avec une maison très moderne qui n'a absolument rien à voir avec les autres maisons autonomes. Et donc, je suppose qu'en termes de coût, pour la modifier, afin qu'elle soit autonome, ça a été un investissement beaucoup plus important que si vous l'aviez rattaché au réseau, ou pas nécessairement. Pas forcément, puisque c'est une maison qu'on a fait en autoconstruction, dans tous les cas de figure. Donc les techniques utilisées nous ont peut-être pris plus de temps, mais pas forcément beaucoup plus d'argent en train. Il y a panneaux solaires, j'imagine. Panneaux solaires, batterie, un poêle de masse. Il y avait tout ce qu'il faut, un stockage intersaisonnier. Il y a plein de techniques qui ont été utilisées. Le surcoût n'est pas énorme quand on compare au coût d'un raccordement électrique de la maison qui n'a pas été nécessaire, qui vient en déduction, vous voyez. Donc, c'est un peu plus cher, mais ce n'était pas beaucoup plus cher. Vous l'avez vendu quand ? En 2021. 2021. Et alors, à ce moment-là, Laure, vous avez décidé... Enfin, comment ça s'est décidé, cette vie en itinérance ? Alors, ça s'est décidé juste après le Covid. Donc, au moment du Covid, comme beaucoup de personnes, on a eu des 2021, 2022 2020 même. Au moment où on a été confinés en France, on a commencé à se poser des questions. Dans cette maison, donc ? Dans cette maison, tout à fait. Parce qu'on avait déjà commencé l'instruction en famille avec les enfants. Et nous, on était très libres de faire ce qu'on voulait, beaucoup à l'extérieur. Et quand on a été confinés, donc les filles n'allaient pas à l'école ? Non, les filles n'allaient plus à l'école depuis peu. Et du coup, on a décidé, on s'est posé la question, quel est notre projet ? Qu'est-ce qu'on a envie de faire pour la suite, et on a eu envie de vivre un petit peu ça. Une fois qu'on a été déconfinés, on s'est dit, un nouveau projet, une nouvelle vie, envie d'aller voir à l'extérieur et de voyager. D'accord. Au départ, vous aviez une fourgonnette. Un fourgon, pardon. Enfin, je ne sais pas comment vous préférez l'appeler. Le fourgon,
Vous Il a n'avez une histoire, oui. c'est vrai que vous avez bien fouillé sur mon blog. C'est très bien fait. J'invite d'ailleurs les photos de la maison sont vraiment sont assez surprenantes. C'est effectivement une très jolie maison. L'histoire du fourgon, c'était un petit peu autre chose, puisque c'était un espèce de challenge qu'on s'était mis 2-3 ans avant le confinement. On a dit, tiens, on veut partir, on veut essayer ça. Et on s'était donné un très très petit budget, véhicule compris, et un très petit délai pour le faire. Donc on a fait un aménagement très, très rapide pour pouvoir partir. On avait été jusqu'à Rome avec un très très petit budget. Là, c'était vraiment budget extrêmement avec vos deux filles. Hein. Avec nos deux filles. On avait quelques contraintes et donc on avait réussi à faire rentrer donc 2 lits permanents, 2 lits de place permanents et une douche, des toilettes et tout ça. Ça, c'était quelle année ça? Alors je demande à Laure qui connaît les dates. Alors en 2018, on était en Italie, donc c'était juste avant. Ça devait être avril-mai 2018. D'accord. Et en août, on faisait le tour de l'Italie avec notre petit van, notre Ford Transit. Ah oui. Donc il y a vraiment cette avant de la grande histoire, je dirais avec le bus long courrier dont on va parler maintenant, il y a eu ces prémices de la vie en itinérance avec ce fourgon. Donc d'accord. Donc on l'utilisait surtout pour les vacances. On s'était dit, les filles trouvaient ça les amusait, ça leur plaisait. C'était un bon compromis. On pouvait voir plein de choses. Mais ça vient de loin quand même. Ça fait depuis dès le début de votre couple, vous vous êtes dit à un moment donné dans notre vie, avec ou sans enfant, on fera ce genre de vie. Ou c'est venu progressivement? Au fur et à mesure, oui. Parce que on s'est rencontrés, on avait 16 ans, donc on n'avait pas beaucoup de projets à l'époque. Et puis la vie a fait que, de fil en aiguille. Et c'est vraiment la pandémie qui a été qui nous a un élément déclencheur. Qui nous a libérés de toute contrainte, on va dire. C'était plutôt ça. Puisque moi, je travaillais dans une start-up qui était en pleine levée de fonds. Donc, levée de fonds en début de Covid, c'était très compliqué. Donc du coup, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on se relance dans un autre projet individuel? C'était pas forcément très joyeux. On n'avait pas de vision sur le moyen et sur le long terme à ce moment-là. Ou est-ce qu'on tente cette vie-là? Pourquoi pas? Est-ce que autour de vous, vous aviez d'autres amis qui avaient tenté l'expérience, ou alors c'est vraiment venu de façon, je dirais, presque organique de vous-même, le fait de vouloir partir comme ça? Alors non, personne autour de nous n'avait ce projet. D'ailleurs, quand on a dit un peu à tout le monde qu'on voulait tout lâcher, partir avec les filles, faire le tour d'Europe et du monde, on nous a traités un peu de fous. Mais par contre, ce qui nous a beaucoup aidé, c'est sur les blogs, sur les réseaux sociaux. On a trouvé d'autres personnes qui sont en itinérance comme ça, en fait, et qui vivent très bien. Français ou étrangers les gens qu'on a rencontrés, du coup, on a fini par les rencontrer, sont français, en effet. Et du coup, il y a aussi des étrangers, mais là, si on a rencontré des Italiens, finalement, on a rencontré pas mal de personnes. Alors venons-en à ce bus qui est assez extraordinaire. C'est un bus qui est particulièrement unique parce qu'il n'a pas de moteur thermique. Et là, je suis les propos de Jean-Philippe, mais uniquement électrique. Et quand on voit les images du bus, c'est véritablement un autocar, enfin un bus long courrier. Donc parlez-nous de l'achat déjà, où vous l'avez trouvé, comment ça s'est fait? Racontez-nous l'histoire de ce bus. Alors, la transformation de bus long courrier en camping-car, c'est quelque chose qui se fait depuis des années, puisque en France, on a une réglementation qui impose aux véhicules affectés au transport scolaire d'avoir moins de 10 ans, 10 ou 15 ans, je ne me rappelle plus. Ce qui fait que pour les sociétés de transport, c'est des véhicules qui ne valent plus rien à 15 ans. Ils n'ont plus de valeur commerciale comptable. Donc ça se vend très très peu cher. Et ça libère beaucoup de surface. Et des bus qui sont, non pas neufs, mais bon, qui ont bien roulé. Ils ont bien roulé, mais ils sont encore en bon état, puisque à la 14e année, ils sont encore en train de faire du transport scolaire, et la 15e, ils ne peuvent plus en faire. C'est un arrêt assez brutal, donc ils peuvent faire encore de l'associatif ou des choses comme ça. Mais si vous savez si c'est le cas dans d'autres pays européens, ou c'est pas une européenne. Non, je pense que c'est français, c'est français pour
pas avoir de risque de dire vous avez utilisé un bus trop vieux, il y a eu un accident, c'est de votre faute. Je pense que c'est dans cette démarche-là. Et donc moi je regardais ces blogs depuis quelques années où il y avait ces gens qui transformaient, je trouvais ça sympa, mais il y avait un gros mais pour moi, c'était la consommation en carburant, puisqu'on est sur du 35-40 litres au 100. Donc c'est assez impressionnant. Donc le bus coûte pas cher, mais après son entretien et se déplacer coûte vite extrêmement cher. Donc ce qui limite la liberté quand même. Et donc vous avez acheté ce bus, comment exactement, vous l'avez trouvé comment? C'est un coup de cœur. C'est un coup de cœur, ça je vais laisser Laure en parler. Ouais. Donc en fait, on est tombé sur une annonce d'un bus, puisqu'on regardait beaucoup les annonces. Et c'est une association, en fait, dans les vacances scolaires écologiques. Donc, du coup, le bus était déjà dessiné comme sur la carrosserie, en fait. Donc, on a eu un petit coup de cœur. Et l'association a voulu nous rencontrer avant de le vendre, parce que c'était un peu leur bébé, ce bus, en fait. Et chacun avait mis à la patte sur les dessins, s'était mis dessus, avait mis sa petite griffe, etc. Et du coup, ils nous ont demandé de venir et d'exposer notre projet. Et Jean-Philippe leur a dit, moi, je veux le transformer en électrique et je veux faire avec mes filles et ma femme le tour de l'Europe, voire du monde avec. Et donc, ils ont été conquis par ce projet dans cette association parce que ça donnait une seconde vie et une vie un peu... humaine, voilà, un peu dans leur thème. Donc du coup, ils ont décidé de conclure l'achat, voilà, la vente avec nous. D'accord. Et donc j'imagine que vous avez un petit peu roulé avec, mais l'idée c'était de le rendre autonome dès que possible. Tout à fait. On avait ça comme projet. Par contre, il fallait pour financer l'achat du bus, c'était pas très très cher, donc on a pu le faire. Mais par contre, financer la transformation électrique, il fallait impérativement qu'on ait vendu notre maison pour faire cette opération, puisqu'on a pris la décision de ne pas avoir de partenariats commerciaux ou quoi que ce soit qui nous limiterait dans notre liberté qu'on essayait de chercher à ce moment-là. Donc on a pris la décision de tout autofinancer. Et voilà, donc du coup, effectivement, on l'a d'abord transformé en camping-car. On est parti un peu sur les routes en diesel le temps que les agents immobiliers vendent la maison. Et pendant ce petit voyage en diesel, on a continué à faire les travaux intérieurs sur la route. C'était assez... Vous aviez combien de mètres carrés habitables? La maison, elle faisait 200 mètres carrés habitables. Le bus? Le bus, il fait 30 mètres carrés. Donc effectivement, on a un petit peu réduit notre surface. Et voilà, donc du coup... Et ensuite, dès que la maison a été vendue, immobilisation du véhicule, on le transforme en électrique. On le transforme, c'est-à-dire comment vous avez fait? J'imagine que vous êtes entouré de spécialistes. Comment vous avez fait pour transformer le bus? Non, pas vraiment de spécialistes. Vous êtes informaticien, mais vous êtes aussi très bon mécanicien, je suppose. Plus que mécanicien, en fait. Il a fallu. Ingénieur polyvalent, enfin. Il a fallu. Je suis très curieux de tout ce qui est technique depuis toujours. Donc forcément, j'ai accumulé Ça des vous bagages. a pas fait peur, quoi? Et non, alors bizarrement, non. Alors ça fait peur à tout mon entourage, y compris aux vendeurs de moteurs électriques. C'était un projet un peu fou, Parce qu'en France, en tout cas, il n'y en a pas d'autres. Alors, en véhicule lourd tel que celui-là, même dans le monde, il n'y en a pas d'autres. Transformé par un particulier, c'est sûr que des poids lourds électriques, il y en a, bien évidemment. Des véhicules de tourisme, de transport de passagers électriques, il y en a. Des bus électriques, il y en a en ville, il y en a partout. Là, des particuliers Particuliers, si on rajoute la notion de camping-car sur un véhicule lourd, électrique, non, ça c'est sûr que... Au-delà de ça, il est aussi autonome, c'est-à-dire qu'il y a les panneaux solaires au-dessus qui nous permettent de recharger le bus, en fait. On n'a pas forcément besoin de prise électrique ou quoi que ce soit. Qui permet de le recharger non seulement pour qu'il roule, mais aussi pour les fonctionnalités de l'intérieur. Tout à fait. Tout à l'intérieur est électrique. Le four, les plaques de cuisson, tout.
Voilà. Alors, vous me disiez, avant de rentrer dans le studio, que, évidemment, vous recherchiez plutôt, en étant du sud-ouest, les endroits ensoleillés. Mais également, c'est pour une raison bien pratique, c'est que le bus a besoin de soleil. Tout à c'est fait. ça. Tout à fait, c'est pour ça que le premier départ que l'on a fait, on est parti donc en mois d'octobre ou septembre. On a pris la décision d'aller faire nos premiers tours de roue au Maroc. C'était ce qu'il y avait de plus logique, puisqu'il y a plus d'ensoleillement, on est un peu plus près de l'équateur, donc on a des journées qui sont plus longues. Et on a eu raison, puisque c'est l'endroit où il faut qu'il soit en hiver, le plus au sud possible. Si on veut jouer dans les pays nordiques, il faut y aller en été. Ouais. Et alors, si vous décidez de vous arrêter quelque part, de ne pas faire rouler le bus, enfin, il n'y a pas de problème. De toute façon, les panneaux solaires captent l'énergie et vous avez tout qui fonctionne. Il n'y a pas besoin de rouler pour pouvoir vivre parfaitement à l'intérieur du bus. Non, au contraire. Ce qui consomme le plus sur les batteries, c'est le évidemment, moteur. au contraire, Donc, ouais. si on est en statique, on a juste besoin d'eau. En fait, c'est les seuls besoins entrants qu'on a, c'est l'eau. D'accord. Que vous trouvez... Alors, sur la route, il y a plein d'endroits où on peut trouver de l'eau pour les camping-cars. Ils sont suffisamment dimensionnés pour qu'on arrive à faire le plein. Ça, c'est pas difficile. Quand on est en statique, puisqu'en ce moment, on est donc dans un centre équestre pour notre fille. Il y a un centre équestre qui est où exactement? Du côté de Braneshti. Ouais. Braneshti, d'accord. Voilà, donc nord-est de Bucarest. C'est les Janda Keylor. D'accord. Et donc, effectivement, avoir de l'eau dans un centre équestre, c'est pas trop difficile. Et là, il est entièrement déménagé. Il y a encore des choses à faire à l'intérieur ou à l'extérieur, ou tout est... Bon, il y a toujours à faire quelque chose, comme un peu une maison, vous avez toujours des modifications. Il est décoré comment? Je ne me rappelle pas avoir vu des photos d'intérieur sur votre site du bus. Est-ce qu'il y en a? Sur le site, peut-être. Sur le site. Ah, peut-être. Sur les réseaux je ne les ai pas vus. sociaux. Ah, d'accord. Parce que comment vous l'avez décoré? Enfin, c'est comment l'intérieur? C'est plutôt moderne, j'imagine. À l'intérieur, on a fait un peu de blanc, un peu de gris. Jean-Philippe, lui, a fait un plan de travail avec un bois un peu... Un bois exotique. Un bois exotique. D'accord. Après, on a fait quand même assez simple. Voilà. Oui, c'est... On a gardé ça, l'aspect déco, c'est vrai qu'on l'a gardé pour plus tard. C'était j'imagine. On a mis toute notre énergie dans la transformation et dans le fait de le rendre pratique. Et le côté esthétique, on commence maintenant effectivement à rajouter de la décoration. Enfin, c'est surtout l'or, ça c'est pas trop ma partie. Et voilà, donc c'est vrai qu'on n'a pas encore fini, tout le poste de pilotage est à revoir, il y a encore du travail. Mais d'abord, on le rend fonctionnel à 100% et ensuite... Racontez-nous votre lien avec la Roumanie, comment il s'est fait? Alors, quand on cherche à acheter des pièces pour des véhicules électriques, en Europe, il n'y a pas beaucoup d'adresses. Et si on cherche quelqu'un de francophone, il n'y en a plus qu'une, j'ai envie de dire. Et c'est effectivement en Roumanie. Alors, c'est de manière assez surprenante, puisque c'est un expatrié français en Roumanie depuis une dizaine d'années, donc qui a monté un gros site européen, un des plus gros faiseurs, je pense. À ce niveau-là, donc je ne sais pas si on peut faire de la pub, mais donc c'est EV-Shop, donc notre ami Marc, qui est devenu un ami maintenant. Mais donc au début du projet, en cherchant des batteries de Tesla, en cherchant un moteur Tesla, où est-ce qu'on achète ça? Pas dans le magasin du coin. Et donc il y a Marc qui vend ces produits-là. Et du coup on le connaissait. Et quand on est tombé en panne en Bulgarie, il est venu immédiatement nous amener un moteur pour qu'on puisse repartir rapidement. Et vu que le bus était en état de vraiment prototype, puisque tout le monde me disait que ça n'allait pas marcher. Donc d'abord on le fait marcher et puis après on fiabilise et on fait les finitions. On s'est dit pourquoi pas aller chez Marc pour faire ces finitions. On aura tout ce dont on a besoin à portée de main et ce sera pas mal. Donc du coup on s'est retrouvé en Roumanie et on a découvert ce pays qui nous a
particulièrement plu, on s'est surpris. Voilà, on a été très surpris, agréablement surpris, très loin de l'image qu'on en avait auparavant. Ce qui a été le cas de beaucoup de pays qu'on a traversés, mais la Roumanie, c'est vrai que... Il y a eu un petit coup de cœur, ouais. Un petit coup de cœur. Et Laure, elle a bien accroché. C'est souvent dans plein de pays différents. On a traversé beaucoup de pays et on est souvent surpris. On a une certaine image et en fait, souvent, elle est fausse. Voilà. Il y a beaucoup de pays où on pensait en négatif et ça a été du gros positif. Et particulièrement ici. Et oui, tout à fait. Alors là, vous êtes encore à Bucarest. Nous avons de la chance de vous avoir aujourd'hui parce que vous allez peut-être certainement bientôt partir parce que pour vous notamment, Laure, il commence à faire un petit peu froid et puis le bus a besoin d'un endroit plus chaleureux, mais dans le sens technique du terme. Hein. C'est ça. Donc là, on commence à avoir des journées de moins en moins ensoleillées. Les journées raccourcissent, donc nous, on a besoin pour l'électricité, pour vivre tous les jours, etc. Donc on charge un petit peu moins. On est aux alentours de 8% en ce moment de charge. Voilà, donc là, c'est un peu limite. Et puis, il fait froid, donc on utilise beaucoup de chauffage. Voilà. On a notre fille qui n'a pas trop envie de partir parce qu'elle est bien au centre équestre. Ça lui plaît, mais oui, on pense partir pour des pays plus ensoleillés. D'accord, d'accord. Alors, vous parlez de votre fille. Parlez-nous un petit peu de l'instruction de vos enfants. En fait, vous êtes en itinérance, mais là, à ce niveau-là, ça ne change pas trop par rapport à d'autres familles qui ont décidé également de quitter l'école, disons, et de faire l'instruction en famille. La seule différence, c'est que, bon, ben vous ça bouge, quoi. Hein, oui. C'est ça. D'où vient-elle cette idée de faire que l'éducation scolaire se fasse à la maison? Ça vient ça fait longtemps ou C'était avant le Covid, c'était en 2017. C'est relativement récent. Ouais. Voilà. Jusqu'à présent, elles étaient scolarisées. Enfin, jusqu'en 2017, elles étaient dans un cursus scolaire classique. Et on en a discuté. On avait envie d'une éducation un peu différente. Pas parce que vous alliez partir en itinérance, non, c'est pas lié. Pas du tout. À la base, on n'avait pas du tout ce projet-là, mais d'une instruction un peu plus vivante, en fait. On s'est aperçu que les filles avançaient assez rapidement, mais des fois qu'elles avaient peut-être besoin aussi d'un peu plus de temps sur certaines autres choses. Et dans le système, pour l'instant, classique, ils n'ont pas forcément le temps de s'adapter à chaque élève. Donc, du coup, on a proposé aux filles. Elles étaient libres de faire leur choix quand on l'a proposé. Individuellement, c'est-à-dire que l'une pouvait continuer à l'école, l'autre non. Enfin, c'était vraiment, chacun faisait comme il le souhaitait. Et les deux ont décidé de tenter. On a dit, OK, on tente 1 an. Et puis, ça nous a tellement plu la grande a réintégré que les études supérieures dernièrement, l'année dernière. Parce que jusqu'à présent, elles n'avaient pas réintégré. Donc, elles ont passé tous leurs diplômes, que ce soit le brevet, le bac. Tout a été fait en candidat libre. Tout à fait. Alors, les premières années, donc, c'était beaucoup, quand on apprenait sur les livres, on allait voir. Ça pouvait être sur de l'art, dans les musées, on pouvait se déplacer dans la nature, on pouvait étudier avec nos cahiers. C'est vous qui vous êtes chargé de leur instruction ou de temps en temps vous faites appel à des vidéos YouTube d'enseignants qui font ça Jusqu'en 3e, jusqu'au brevet, c'était moi pour les deux. Ensuite, quand elles ont voulu faire la seconde, première en plus avec les options, les nouvelles options maths, etc., là, j'avoue, un petit peu dépassée, donc on a essayé... Jean-Philippe, peut-être, sur les maths. Oui, mais c'est difficile de tout faire. Papa travailler. Oui, voilà, il faut travailler, il faut... Après, par contre, sur le pourquoi on a pu faire donc le choix de l'instruction en famille, je pense que la maison n'y est pas pour rien. Déjà, dans la maison, on a vu que le normal n'était pas forcément le meilleur. Et je pense que ça nous a un petit peu dit... libéré de cet aspect normalité. On a vu que la normalité pour construire, c'était pas complet forcément ce qui nous convenait le mieux et pourquoi pas changer aussi Je pense que ça n'y est pas pour rien dans notre liberté de choix.
D'accord. Donc après, effectivement, la difficulté des programmes scolaires, c'est que, oui, je sais faire quelques opérations, mais donc après, vous avez basculé, donc... Alors après, on a pris ce qu'on appelle les cours PI. En fait, c'est des modules, on paye au module, et on a des professeurs qui sont là, c'est sur Montpellier. Et du coup, ils nous aident quand ligne. on a besoin. Voilà, si les filles avaient besoin, elles ont un support au niveau des modules, elles ont des bouquins. Et après, si elles ont des questions, elles avaient des exercices à faire. Et si elles ont des questions, elles appelaient ou elles nous posaient la question. Ça, des fois, c'était tout simple, on arrivait à répondre. Des fois, c'était plus compliqué, donc on appelait les professeurs. Mais oui, elles ont fait comme ça. Et ça s'est très bien passé. Et... Elle commence déjà ses études supérieures, donc. Alors, la grande a eu son bac avec 1 an d'avance. Donc, elle nous a demandé, c'était la plus grande, qui a quitté l'école en 5e. Et du coup, elle nous avait demandé 1 an sabbatique. Et ensuite, elle est rentrée dans son école pour faire ingénieur du son, puisque c'était ce qu'elle voulait faire. Et la deuxième, la plus petite, elle a 16 ans, elle a déjà le bac. Donc, elle a eu son brevet à l'âge de 12 ans. Elle a passé ses épreuves de première à l'âge de 14 ans. Mais elle s'est confrontée au fait de devoir faire plein de choix, etc. Donc, on lui a dit, prends 1 an sabbatique comme ta sœur. Et donc, cette année, à l'âge de 16 ans, elle a passé son bac et elle l'a eu avec succès. Voilà. Wow. D'accord. Est-ce que les... alors, évidemment, les jeunes aujourd'hui, et pas que les jeunes, passent beaucoup de temps en ligne et voient leurs amis... surtout en ligne, ou peut-être pas, enfin je ne sais pas, c'est ce qui se dit. J'imagine que elles aussi, elles ont beaucoup d'amis en ligne, mais est-ce que ça leur a pas manqué le fait de vivre en itinérance? Et je vais poser la question, je vais vous poser la question également, qui est une question que je trouve assez essentielle, mais d'abord vis-à-vis de vos filles, de leur vie sociale, de leurs amitiés, il n'y a pas eu des envies parfois, se sentir seul peut-être ou... Or, seul, c'est assez rare, puisqu'on est tout le temps avec des gens. On rencontre beaucoup de gens sur la route, dont certains autres nomades qu'on a pu rencontrer. Qui ont des enfants. Et qu'on a pu recroiser volontairement ou fortuitement. Souvent volontairement, on se cherche vous donnez un petit peu, rendez-vous. C'est ça. On se cherche, ou parfois même on se suit, on dit on fait un petit bout de chemin ensemble. Donc en fait, on devient voisin pour une durée indéterminée. Et quand il y a affinité entre les parents, les enfants, et donc ça permet d'avoir ces liens. Et ensuite, ces liens sont effectivement conservés via Internet. Ça ouvre l'esprit quand même de nos enfants, un petit peu. Là, aujourd'hui, Lisa, elle a des amis roumains et avec qui elle s'entend extrêmement bien. Et je sais que ce sont des amitiés qui vont durer. Même s'il y aura un peu de distance après. Elle leur a déjà dit qu'elle reviendrait. D'accord. Et alors, moi, quand Julien Deltor m'a raconté votre histoire, je vous avouerai que la première, au-delà de ce bus unique et aménagé, de l'instruction des enfants, etc., je me suis demandé ce que vous, en tant que couple, ce que ça vous avait apporté, cette vie anormale dans le bon sens du terme. Déjà, Jean-Philippe, vous dites que cette maison, vous la vouliez différente et vous menez une vie de couple et de famille complètement originale, encore une fois, de façon, d'après ce que vous dites, très positive. Il faut quand même une sacrée force de caractère pour mener à bien ce projet quand, d'après ce que vous dites, votre entourage était plutôt sceptique. Qu'est-ce que ça vous a apporté? Quelles sont les choses qui vous ont peut-être aussi manqué? Une question que j'ai oublié de vous poser, si vous vous accordez de temps en temps des séjours en maison d'hôte ou à l'hôtel pour un peu se poser, ou alors pas nécessairement? Et plutôt la question essentielle, voilà, qu'est-ce que ça a fait au sein de votre couple? Je pense que déjà ça apporte une grande ouverture d'esprit de voyager. Et de voir le monde un peu différemment. Au sein de notre couple, je ne sais pas, rien de plus, rien de moins. On se voit plus? Oui, c'est vrai. Finalement,
puisqu'on est H24 ensemble, alors, avec des tensions, forcément, c'est normal, et puis des moments plus sympas. Et donc, on se voit plus, on découvre. C'est-à-dire, quand on va acheter le pain, c'est plus ou moins jamais au même endroit, donc ça fait la balade plutôt agréable. Donc, ce sont des moments sympas. Et puis quand vous avez envie de vous poser plus longtemps, vous vous posez, vous restez. Et donc, oui, est-ce que de temps en temps, vous allez, on va faire une maison d'hôte ou un hôtel, est-ce que ça vous arrive ou, ça, on a essayé à Lisbonne. À Lisbonne, ça a été notre essai. On s'est dit, tiens, on va laisser le bus sur un parking et on va aller se faire un hôtel dans le centre-ville. Comme ça, on pourra en même temps visiter plus facilement le centre-ville de Lisbonne. Mais en fait, c'est moins confortable. On n'a pas nos affaires. On est obligé d'avoir des valises. On est obligé de faire des choix sur nos habits. On est obligé nos affaires de toilette. Enfin, on est moins confortable au final que dans notre bus. Dans notre bus, on a toute notre maison, en fait. On a vraiment Mais tout. vous pouvez, dans une ville comme Lisbonne, dans d'autres grandes villes, vous pouvez le garer facilement? Oui. Oui, on peut facilement. Alors, payant ou pas payant, ça c'est encore autre chose. Mais dans toutes les grandes villes, vous avez des bus de tourisme qui viennent. Donc forcément qui se stationnent pour pouvoir laisser les gens descendre. C'est pas trop à l'extérieur Ça dépend des villes. À Lisbonne, en l'occurrence, non, c'est plutôt très proche du centre. Séville, c'était dans le centre. Non, on a eu... Rome, c'était dans le centre aussi. Rome, il y avait une aire de camping-car assez grande où on a pu se garer. Non, à chaque fois, on est quand même... de proche. Après, des fois, c'est nous qui choisissons d'être un petit peu à l'extérieur de la ville. Alors, on avait 2 motos électriques. Quand on recharge avec le bus, on n'en a plus qu'une. Il y en a une qui a disparu en Bulgarie. Voilà, qui a disparu, mais c'est pas grave. Et vous la mettez où, la moto? Sur le porte-moto à l'arrière du bus. D'accord. Et il a fait un porte-moto, Jean-Philippe. Et du coup, donc ça nous permet de recharger nos motos. De recharger notre moto maintenant avec le bus et les panneaux solaires. Du coup, justement, on est en train de réfléchir si on en rachetait une ou pas, parce qu'une seule moto pour 3, c'est un peu compliqué. Voilà, donc on est en train de voir si on en rachète une ou pas, ou comment on s'organise, parce que c'est bien pratique. Quand on se met à l'extérieur des villes pour dormir au calme, de rentrer rapidement dans la ville avec la moto, c'est vrai que voilà, c'est pratique. En termes de confort, c'est aussi bien que... dans votre maison autonome, avec moins d'espace, évidemment, mais... Alors, moins de volume, mais on a tout le confort. On a un lit en 180. On n'est pas sur un petit lit. On est sur un lit normal, plus. Il fait combien de mètres de long, le bus? Il fait 12 mètres. 12 mètres. On a voulu, pareil, quand on a fait... Comme sur un grand bateau, en fait. Hein? C'est certainement proche. Je n'ai jamais été dans un bateau comme ça. Mais voilier, un grand voilier, peut-être un peu moins large sur la partie haute, mais effectivement, on a vraiment tout le confort. On a la climatisation, on a le chauffage, on a un four, on a le lave-vaisselle, on a un lave-linge. Là, on a enlevé le sèche-linge parce qu'on s'est aperçu qu'on ne s'en servait pas, mais on peut avoir un sèche-linge, on a suffisamment d'énergie pour ça. Donc, on peut manger à 8 dedans, on peut... Non, c'est... Dormir à 8 ? Dormir à 8, on a déjà fait. Au début de l'aménagement, on avait aussi un souhait, puisqu'on est parti avec des adolescentes, pas des enfants. On avait le souhait qu'elles aient chacune une chambre fermée, donc avec une porte qu'elles puissent claquer, c'est ce que j'ai tendance à dire. Mais chacun a son intimité. Et donc, non... Pour ça, vous me disiez par rapport à l'hôtel ou chambre d'hôte, on est souvent mieux dans notre bus que dans une chambre d'hôte. D'ailleurs, on est parti quelque temps un peu en sac à dos là cet hiver. Je dis été parce que du coup, il faisait beau là où on était. On était en Asie et cet hiver, on est parti. Vous étiez où en Asie? On a fait la Thaïlande, le Vietnam, le Bali, on a fait la Malaisie, Singapour. Voilà, on a pas mal. Japon. Tout à fait. Et pour finir, la Californie, on a bouclé notre tour du monde, mais un sac à dos. D'accord. Voilà. Donc, on a vraiment fait le tour du monde, par contre, mais sans le bus. Sans le bus cet hiver, voilà. Et d'ailleurs, Lisa, on a pensé partir en Amérique du Sud en sac à dos de nouveau, et elle n'est pas d'accord. Elle veut plus quitter son bus. Elle m'a dit, non, moi j'ai ma chambre, mes affaires. Et faire le tour du monde avec le bus, c'est envisageable? C'est un peu la suite du projet. C'est onéreux de le faire traverser l'Atlantique.
Mais oui, on a bien envie d'aller faire un petit tour de Aux l'autre côté. États-Unis, Canada, etc. avec En notre tout cas, bus. vous n'allez pas vous arrêter là. C'est votre maison qui bouge et ça va continuer comme ça. Prochaine étape, là, vous partez où? Alors, Dans quelques jours, je crois. Hein. Alors, oui, là, c'est Lisa qui va choisir la destination en fonction des centres équestres qu'elle trouvera, parce que D'accord. comme elle veut faire des études dans l'équitation, etc., c'est elle qui, pour l'instant, vit sa passion. On ne voulait pas non plus la couper, justement, de sa passion. Donc là, elle est en train de chercher, c'est soit la Grèce, soit la Turquie. Et c'est elle qui va nous le dire quand on sortira de l'émission. D'accord. Bon, ben, je vous remercie infiniment d'avoir été avec nous et de nous avoir fait rêver. Hein, et je pense que les auditrices et auditeurs roumains, francophones et expatriés auront beaucoup apprécié votre témoignage. En tout cas, ça donne envie de voyager et ça nous dit que tout est possible. Hein. Oui, tout à fait. Merci à vous, Laure. Merci, Jean-Philippe. Merci à vous de nous avoir invités. C'était avec plaisir. Chères auditrices, chers auditeurs, c'est tout pour ce soir. À la semaine prochaine. Week-end Placote. Au revoir.